ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais lire des critiques sur mes livres préférés. Petit disclaimer, cette vidéo va contenir des spoilers concernant certains livres, donc si jamais vous voulez les éviter, je vous conseille de quitter la vidéo dès maintenant. Donc on va démarrer dès maintenant avec 10 000 pour le tome 1. Ok, alors pour le tome 1, on a Maïsam B qui nous dit « Je n'ai pas du tout aimé ce livre et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Premièrement, j'ai dû m'arrêter à la page 150 parce que chaque ligne me faisait rouler des yeux. Chaque parole, chaque détail me faisait souffler bruyamment. En bref, j'étais vraiment saoulée. Le personnage principal est une contradiction sur pattes. À la première page, elle rêve de soleil, des sorties, des fêtes et une dizaine de paragraphes plus tard, elle déteste les filles clichés, les critiques même. De plus, pourquoi aller passer les vacances chez son père si c'est pour regretter au moment venu ? Bref, sans queue ni tête. Pour le personnage de Tyler, il doit s'appeler comme ça, j'en ai carrément oublié son nom, sa première apparition m'a fait exploser de rire. Pas dans le sens où c'était marrant, non, mais dans le sens où je n'arrivais pas à croire que l'auteur avait fait ça. Désolée si j'ai l'air énervée, j'essaie juste d'exprimer tant bien que mal les raisons pour lesquelles ce livre m'a insupportée. Après la contradiction sur pattes, voici le cliché ambulant. Tyler regroupe toutes les caractéristiques du bad boy que l'on retrouve sur toutes les histoires Wattpad. Il se tape une plombe provocante, il fume de la drogue, il est narcissique et attention, il fonce tout le temps les sourcils et a toujours l'air de sortir de prison. Et en plus il a une voiture qui fait du bruit et qu'il garde n'importe où et n'importe comment pour montrer qu'il déteste le monde. Mais à côté de ça, il supplie sa demi-sœur de ne pas répéter ses conneries à sa mère. Bon, pourquoi pas, écoute. Et puis leur relation, encore une fois je n'ai pas lu en entier, mais une amie m'a raconté la fin et me confirme mes craintes, c'est très prévisible. Bon, je pense m'arrêter ici, j'étais très déçue par cette semi-lecture car beaucoup de critiques vantaient ce livre. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une fiction Wattpad sans réelle profondeur que d'un roman à part entière. Je comprends l'avis global de cette personne concernant le livre, c'est effectivement très Wattpad, très cliché, le bad boy, etc. En fait, je suis pas d'accord avec le fait que cette personne soit déçue, que ce soit prévisible. Que ce soit prévisible, ça, on s'en doute, mais en fait, je veux dire quand vous lisez des livres dont le résumé, alors je l'ai pas avec moi parce que j'ai prêté mes livres, c'est littéralement un bad boy et une fille dont on sait personnellement que la relation va être un enemies to lovers. Je vois pas trop en quoi est-ce que tu peux être déçu du fait que ça va être prévisible, en sachant pertinemment que quand tu lis le résumé, tu sais très bien que ça va finir comme ça déjà. Et en l'occurrence ici, t'as envie qu'ils terminent ensemble et c'est exactement ce qui se passe et on est très content que ça se fasse ainsi. Ensuite, pour tout ce qui est cliché, bah, encore une fois en fait j'ai envie de vous dire, la prévisibilité dans ces livres, ça fait un peu tout son charme. C'est vachement rassurant de commencer un livre en sachant comment ça va se passer. Et dans les sagas de ce type, c'est la définition même. Le tome 1, c'est un enemies to lovers. Le tome 2, ils se séparent. Le tome 3, ils visent des obstacles compliqués et ils finissent ensemble. Il n'y a pas de secret en fait. Ça fonctionne comme ça pour Friends, pour Dimily, pour After, pour Another Story of Bad Boys. C'est l'entièreté des sagas qui fonctionnent de cette façon. Pour une très grosse partie, et j'en suis désolée s'il y en a qui à chaque fois espèrent que ça va se terminer différemment, mais c'est un schéma qui est récurrent et en fait je trouve ça injuste de dire qu'on est déçu alors qu'on sait pertinemment en lisant le résumé que ça va se terminer de cette façon. C'est vachement dénigrant en fait de à chaque fois parler de Wattpad comme si c'était une mauvaise chose. On a tous apprécié lire After, on a tous apprécié lire un tas de livres qui viennent originalement de Wattpad. Il faut arrêter de partir du principe que parce que ça vient de Wattpad c'est catastrophique. On a fait vivre beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de gens qui vivent encore de ça aujourd'hui et c'est très bien. Si ça ne vous plaît pas, en fait, juste ne lisez pas des choses qui s'apparentent pour vous à une écriture que vous n'appréciez pas. Et voilà. On va passer du coup au tome 2, puisque là on s'était arrêté au tome 1 et cette personne n'a même pas fini de lire le livre. Donc je trouve ça un petit peu illégitime aussi de critiquer un livre sur un tiers de sa lecture. Bouma nous dit « J'avais aimé la lecture du premier tome tout en reconnaissant que l'histoire n'avait pas franchement grand chose d'original. Je dirais la même chose de cette suite. On sait d'avance ce qui va se passer entre les deux amoureux interdits et qu'ils ne pourront pas résister très longtemps à la tentation. On sait aussi que la situation va leur échapper et leur exploser au visage même si on ne prévoit pas forcément comment. La fin, elle aussi, est prévisible. Mais comme pour tous les romans, c'est cette prévisibilité qui rend possible la satisfaction du lecteur. L'attente est réelle face au code du genre et ce sont donc plutôt des personnages et leurs caractères qui doivent sortir du lot plutôt que l'histoire en elle-même. Merci. Ici les tourtereaux ont chacun de leur bagage, plus lourd pour Tyler qu'Eden et c'est donc lui qui sort du lot. Un petit plus aussi du côté du personnage secondaire, Snake, la coloc, m'a bien fait sourire. Bref, vous l'aurez compris, comme le premier tome, cette romance se laisse agréablement lire mais ne restera pas pour longtemps dans ma mémoire. Je suis globalement d'accord avec cette personne étant donné que voilà, c'est pas très original, on s'attend à la fin.
Mais encore une fois, ça me dérange que les gens mettent 2 étoiles sur 5. T'as l'air d'avoir quand même plutôt apprécié ta lecture, du coup je comprends pas trop en quoi est-ce que les 2 étoiles sont justifiées. Par contre je suis d'accord avec le fait que pour une fois c'est le bagage du gars qui est un peu plus lourd et je trouve que c'est un truc qui se développe de plus en plus. Le commentaire a été publié en 2017, je pense que le livre date à peu près de la même année et je trouve que c'est un truc qui est en train de se démocratiser vachement, que le mec est toujours un passé plus lourd. Effectivement il sort un peu plus du lot aussi et je trouve que le cliché de Tyler est suffisamment dosé pour pas que ça en devienne malaisant, en tout cas à mon goût. On va passer au dernier tome puisque je n'ai pas pris en compte le tome 4 et la personne qui a mis le commentaire qui m'intéresse, c'est la même personne que le commentaire précédent. Une chose est sûre, cette série est faite pour les amateurs, amatrices de bluettes, je ne connais pas ce mot. Estelle Mascamé, qui est donc l'auteur, reprend exactement les mêmes questionnements que dans les 2 premiers tomes sur l'amour interdit entre demi-frères et sœurs non liées par le sang. Dans ce tome-ci, il est surtout question de pardon et de ce qu'on est capable d'accepter par amour, qu'il soit romantique ou filial. Il n'y a finalement pas grand chose à raconter sur ce roman qui ne change en rien des codes du genre et se laisse lire tout aussi facilement qu'il s'oublie. Une lecture de vacances qui distraira facilement. Encore une fois, je trouve pas que le premier, enfin une étoile soit justifiée puisque l'avis a l'air d'être globalement mitigé, mais la lecture a pas à avoir eu l'air de te, comment dire, de te dégoûter ou de t'effrayer. Effectivement, c'est une saga cliché, mais en fait j'ai l'impression de me répéter depuis le début de cette vidéo, puisque on part dans un genre où on sait que c'est une trilogie d'un Enemies to Lovers. Là, pour le coup, la trope principale, c'est le fait qu'il y a un écart d'âge et que ce soit des demi-frères et des demi-sœurs qui n'ont pas de lien de sang. Et ça m'énerve de voir des gens qui sont déçus encore une fois, alors que le résumé parle pour lui en fait. Ne viens pas dire que le tome 3 t'a déçu, alors qu'en terminant le tome 2, en sachant la fin du tome 2, tu savais comment le tome 3 allait se dérouler, il y a des résumés qui sont faits pour ça, et si vous êtes déçus, lisez les résumés avant de commencer les livres. Je peux comprendre que la redondance, elle soit pénible pour certaines personnes, mais on peut pas dire que ce genre de choses, on en soit très surpris, puisque c'est vraiment ce à quoi on s'attend. On va passer à la saga des jeux de Emma Green, le premier tome étant jeu interdit. Alors, cette personne nous dit DNF à 53%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je voulais vraiment terminer, mais c'est impossible, je n'y arrive plus. Je ne trouve aucun point positif à ce roman. La plume n'est pas exceptionnelle, l'histoire est pleine de clichés et les personnages sont tellement insupportables. J'aime pas du tout, je voulais savoir pourquoi il était si aimé et j'ai pas compris, surtout que personne ne sait pourquoi ils se détestent ni pourquoi ils vont s'aimer. Très court, très concis. Alors, la plume, bon, on peut pas juger, chacun est sensible à certaines plumes. Effectivement, Emma Green, c'est pas universel. Ensuite, l'histoire est pleine de clichés, oui, mais encore une fois, à 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi, sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père, et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée, on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qui soient, et un sourire insupportable que j'ai envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou d'embrasser, juste pour le faire taire. Entre Livre et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps, sans craquer, sans commettre un meurtre, ou pire, sans même tomber amoureux. Vous pensez qu'il allait se passer quoi? On sait pas pourquoi il s'aime, on sait pas pourquoi il se déteste. C'est le principe d'un Enemies to Lovers. On n'a pas vraiment de raison, juste 2 caractères forts qui se retrouvent à cohabiter ou à se voir souvent. Et c'est ce qui va expliquer leur rapprochement et le fait aussi qu'ils se détestent au début. Et en fait c'est ça à chaque fois les Enemies to Lovers. Alors oui, il y a 530 pages, 540 pages de l'histoire qui globalement tourne un petit peu en rond, mais on aime parce qu'on sait comment ça va finir, ça nous laisse un faux suspense. Moi je trouve ça vachement agréable comme lecture et je trouve ça à chaque fois étonnant que les gens tombent sur des lectures qu'ils n'aiment pas à ce point là. Les personnages sont tellement insupportables et j'aime pas du tout. Je voulais savoir pourquoi il était autant aimé, j'ai pas compris. Ça à la limite je peux comprendre qu'on soit déçu d'une lecture et qu'on ne comprenne pas la hype. Il faut pas chercher à lire un livre parce que tout le monde l'a aimé. Le tome 2, la note la plus basse c'est 3 étoiles sur 5, donc on va faire avec. Philippe Nordiste. Suite des aventures de Liv et Tristan, rien de bien neuf par rapport au premier opus. Les héros ont pris quelques années mais sont toujours pour moi aussi énervants et j'ai un peu plus de mal à me passionner pour ces 2 pauvres jeunes adultes qui font de sublimes villas en magnifiques hôtels. Mais le suspense concernant le jeune frère est bien mené et les scènes entre nos 2 héros toujours aussi torrides. Vous aurez compris que c'est pas mon genre préféré, mais c'est du joli travail et je comprends l'addiction de certains de ses écrits.
Voyez-vous, ce n'est pas plus mal de trouver des avis constructifs mitigés. De 9 par rapport au premier opus, je peux pas dire le contraire. Pour le coup, la saga est divisée en deux. Les deux premiers tomes autour de Tristan et Liv et les deux autres tomes autour du frère de Tristan et de sa love interest. Donc je suis d'accord, ça n'est pas très novateur. En revanche, je suis agréablement surprise de voir que la personne mentionne l'intrigue secondaire principale, je sais pas trop comment l'appeler, avec l'histoire du frère de Tristan qui se fait enlever, etc. Et je trouve ça génial parce que effectivement, c'est pas juste une histoire d'amour, il y a une vraie histoire derrière, un peu de recherche, etc. basée du coup sur le background du garçon. Et le premier livre est davantage basé sur le background de la fille et du garçon, et enfin genre de leur histoire ensemble, et du coup le passé aussi plus de la fille. Et là je trouve que c'est une saga qui arrive à tenir parce que justement il n'y a pas juste les love interest, mais qu'il y a aussi une histoire un peu de recherche, de réflexion, d'introspection, de drame. Et je trouve que c'est bien de le souligner. On va passer au tome 3. Nous avons OLDB qui nous dit: à cause d'un déménagement, j'ai mis tout le mois de septembre à lire ce troisième tome, du coup j'ai un avis énormément mitigé dessus. Peut-être impacté par le fait que j'ai mis un mois à le lire, mais aussi peut-être parce que je n'ai pas particulièrement accroché. En effet, dès le tout début de ma lecture, j'ai trouvé June insupportable. Vraiment, je ne l'aimais pas. Bien sûr, ce qu'elle vit est horrible. Ça, c'est une certitude, mais malgré tout, je n'arrivais pas. Je ne me suis pas attachée à elle, elle m'insupportait vraiment. Du coup, forcément, quand on n'aime pas un personnage, on ne part pas super bien. En ce qui concerne Harry, honnêtement, je ne l'ai pas détesté, mais je n'ai pas adoré non plus. J'ai juste pas ressenti grand chose. En revanche, c'était chouette de revoir Tristan, Liv et la grand-mère de celle-ci. Concernant l'histoire, c'était long. Franchement, je pense qu'il y avait eu 300 pages en moins, ça aurait été mieux pour moi. J'ai trouvé 700 pages vraiment trop long pour cette histoire. En réalité, puisque c'était Magreen, j'ai fait un effort puisque j'adore leurs livres et leurs écritures, mais je ne suis pas sûre que j'aurais lu 700 pages si ça avait été une autre auteure. J'ai bien aimé ce moment, mais je pense que dans son intégralité, le livre ne va pas me laisser un grand souvenir. Puis cette fin, vraiment June, je ne peux pas, mais j'ai le 4e tome, du coup je vais évidemment le lire, déjà par curiosité et pour clore la saga. Bon bah on va pas juger le fait que ça t'a pris un mois pour le lire parce que effectivement il y a quelque chose qui fait que ça a déjà forcément impacté ta lecture. June est insupportable. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un avis qui est subjectif puisque c'est ton point de vue et c'est ton ressenti par rapport au personnage. Je peux comprendre que le perso est légèrement immature et impulsif et que ça peut en devenir tellement important dans sa façon d'agir qu'il y a certains moments où c'est vraiment pénible. Je peux comprendre qu'on ne s'y attache pas trop. Par contre, Harry, je n'ai pas ressenti grand chose avec Harry. Le gars s'est fait kidnapper pendant plusieurs années, il s'est fait séquestrer par une meuf et tu ressens pas grand chose. Je suis par contre d'accord avec le fait que c'était très agréable de retrouver Liv et Tristan. Et Tristan, c'est grave de pas parler comme ça. Ça m'a pas choqué plus que ça que le livre fasse 700 pages. Je sais pas trop quoi ajouter. Par contre, la fin, je comprends qu'elle soit un petit peu décevante. D'ailleurs, je pense que c'est un mot qui est pas suffisamment fort, mais je suis d'accord. La fin m'avait un peu choquée à l'époque. Je comprenais pas trop pourquoi elle prenait cette décision. Nous allons attaquer le dernier tome de cette saga. On a OLDB. Dernier tome de la série, mais surtout dernier tome de la duologie sur Harry et June. Malheureusement, comme le premier tome sur ces deux-là, mon avis est mitigé. L'histoire est sympa, mais je n'arrive vraiment pas avec le personnage de June. Je ne peux vraiment pas me la voir, que ce soit dans ce tome ou dans le précédent, ça ne passe pas du tout. Et ce tome m'a fait détester les personnages encore plus. Ils sont égoïstes, ils sont infidèles, surtout Harry qui est fiancé à une autre femme mais qui ne se gêne pas pour la tromper durant 400 pages. Peu importe le comportement de sa fiancée, je ne peux pas ressentir de la sympathie pour quelqu'un qui trompe sa future épouse. I agree. Puis la répétition du mon amour d'enfance dès qu'on parle de Harry, c'est bon, c'est trop. Ça, je suis d'accord aussi. On a évidemment un nouveau personnage, Sonny, qui a presque 3 ans mais qui a quand même tendance à parler comme un adulte. J'ai plusieurs fois levé les yeux au ciel à cause du manque de crédibilité de certaines répliques. Je suis encore d'accord. À vrai dire, j'adore les livres des autrices, du coup ça m'a fait mal de mettre un avis comme cela, surtout que j'ai l'impression d'être la seule à ne pas particulièrement avoir apprécié ce roman. Mais vraiment, je pense que si les personnages avaient été différents, j'aurais pu apprécier l'histoire, mais là non, ce n'est pas pour moi. En revanche, j'ai bien aimé les événements à la fin qui m'ont tiré quelques larmes puisque leur rapport avec les personnages des tout premiers tomes. Alors j'ai l'impression que cette personne est vraiment restée bloquée sur le tome 1 et 2 et du coup ça a un peu biaisé son avis sur la lecture des tomes 3 et 4. Je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous allons passer, oh mon dieu, à Just 17 qui est mon livre préféré, tout livre confondu. Cécile GR nous dit: alors je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas apprécié ma lecture. Pour commencer, la relation prof-élève, bof, ça fait un peu scénario de film pour adultes. 11 ans les sépare. Elle est bien plus que son élève. En plus, elle est mineure au début de l'histoire, ça m'a gênée.
Elle n'a que 17 ans. Lemon est tout de même attachante, mais en tant qu'ado et non en tant que femme, ce qui rend certains passages dérangeants. Je peux comprendre. L'histoire traîne, je me suis ennuyée pendant de longs moments, j'ai vraiment eu du mal à le terminer. Cela ne reste que mon avis, je vous encourage à le lire pour vous faire le vôtre. Je suis pas d'accord avec le fait que l'histoire est longue, je trouve que c'est une des histoires de... Enfin, c'est l'histoire pour moi d'Emma Green qui est la mieux construite. On a de la tristesse, on a de l'émotion, on a du suspense, on a de la tension, on a de la compassion, on a de l'empathie, on a du respect, on a de la réflexion, on a tellement d'éléments introspectifs et d'émotions dans ce livre que je trouve qu'il y a plein de rebondissements, que ça s'arrête jamais. Flavaille nous dit que dire excepté que j'ai détesté. Je n'ai vraiment jamais lu de livre, je n'avais jamais lu de livre d'Emma Green et à dire vrai, je ne comprends pas l'engouement. I can get it. J'ai trouvé ce livre fade, sans intérêt, pourtant une relation prof-élève ça pouvait devenir intéressant mais c'est creux, ça va trop vite. Voilà, c'est effectivement ce auquel je ne peux pas contre-argumenter, ça va vite, I agree, mais ça va pas trop vite non plus. Enfin, je trouve qu'il y a des livres où ça va beaucoup trop vite chez Emma Green, genre It's Raining Love ou If You Want to Be My Lover, mais ça là, j'ai dû sauter des pages pour voir s'il y avait une évolution au fil de l'histoire et pas du tout. Bref, j'ai abandonné aux 3/4 de l'histoire. Non mais alors on fait pas ça, on skip pas, mais ça va pas. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Qu'on saute les scènes de sexe, à la limite, je veux bien. Jess et Mathilde est le premier roman que je lis de Emma Green, donc ça c'est Aura86 qui nous le dit, je m'attendais clairement à autre chose. Certes, leur plume est très fluide et facile à lire, mais pour ma part, j'ai trouvé ce roman un peu cucu, la praline et gnangnan par moments. Ouais, donc voilà, histoire mignonne, mais sans grand intérêt. Je pense que ce type de roman est plus adapté à un jeune public. Je suis sans doute trop âgée, 36 ans, pour le kiffer, lol. J'ai d'autres romans de ces auteurs dans ma palle, j'espère être un peu plus réceptive et captivée à voir. Bah clairement je vais me faire avocat du diable mais je pense que ton âge a un lien avec ton appréciation envers ce livre. Effectivement quand t'as 36 ans t'as pas les mêmes attentes dans un livre je pense que quelqu'un qui en a 15 ou 20. La configuration de cette vidéo a changé puisque ma caméra n'avait plus de batterie donc je continue avec mon téléphone. Nous en étions donc au tome 3 de À tous les garçons que j'ai aimé. Vous n'imaginez pas ma surprise durant ce montage quand je me suis rendu compte que ma caméra n'avait pas enregistré ma lecture des critiques des tomes 1 et 2 de cette saga. Je n'ai donc absolument aucun moyen de les retrouver. Donc on skip directement au passage 3. Donc cette petite caméra mignonne là, que j'essaie tant bien de l'apprivoiser, croyez-moi je vais apprendre à la charger un max avant chaque tournage. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Allez, dans mon esprit, le second tome des aventures de Lara Jean était le dernier, c'est pourquoi j'ai longtemps hésité avant d'entamer le dernier opus. Hélas, depuis 2 mois je bloque, je lis 2 chapitres, puis laisse ma lecture en suspens, chose que je ne fais jamais. Aujourd'hui, après 206 pages et toujours aussi peu de motivation, je décide de faire ce que je ne fais jamais, abandonner ma lecture et passer directement aux 2 derniers chapitres. J'ai du mal à comprendre cette action. Alors que dire, sur ces 206 premières pages, l'histoire tourne en rond. Lara Jean est toujours aussi peu sûre d'elle, de sa relation avec Peter, alors qu'à mon sens, cela était réglé. Ça, je peux comprendre. Au-delà de ça, l'intrigue proposée autour de l'université ne m'a pas totalement convaincue car prévisible. Oui mais il m'a promis d'appeler dès son retour de la salle de gym et je garde mon téléphone près de moi, la sonnerie réglée au maximum. Il m'a appelé ce matin pendant que je me douchais et le temps que je m'en aperçoive il avait déjà raccroché. Est-ce le futur qui nous attend? Ce sera différent quand j'aurai des cours avec un planning précis bien à moi. Pour le moment j'ai l'impression d'être en haut d'un phare à guetter le retour du navire de mon amoureux. Pour quelqu'un de romantique ce n'est pas un sentiment complètement désagréable, pas pour le moment du moins. Ce sera différent quand ce sera plus aussi nouveau. Quand ne plus le voir chaque jour sera devenu la norme. Pour l'instant, je trouve un plaisir pervers dans le manque qu'il m'inspire. Quant aux 2 derniers chapitres, ils sont mignons, ils concluent bien les choses, mais je ne vois pas l'intérêt des 500 pages pour en arriver là. Ça, je peux comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment 500 pages? Voilà, il y en a 350. Alors oui, l'intrigue autour du père est bien amenée, les relations humaines sont toujours aussi bien gérées, et Peter, il faut arrêter de mettre un S à Peter, reste cet ado adorable pour lequel j'ai eu un coup de cœur dès les premiers chapitres du tome 1. En conclusion, j'aurais préféré que les aventures de Lara Jean se terminent après le second tome, car si son dernier opus est rempli de péripéties, il n'y a pas de réels enjeux comme dans le premier tome, à mon sens. Bonne lecture à tous. Je peux comprendre la déception quand on lit un livre et qu'on se rend compte qu'il y a une suite parce qu'on estime que la fin est suffisante. On n'est pas sûr à 100% dans le résumé que ça va parler de diversité, mais on comprend quand même qu'il va y avoir cette intrigue et cet enjeu puisqu'on l'apprend à la fin du tome 2. Et je trouve au contraire que c'est une intrigue qui est importante. On ne parle pas suffisamment des distances entre les couples dans les livres. C'est un sujet et un enjeu qui est moins abordé que certains.
Et je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui va toucher une partie des gens dans leur vie, de se retrouver à distance avec la personne avec qui ils partagent leur vie et leurs sentiments. On va passer à la dernière... Oh mon dieu. À la dernière saga, il s'agit de Friends que j'ai lu cet été. Je n'ai pas trouvé de commentaires pour la partie numéro 3. Donc on va se contenter de la critique du livre 1 et 2. Je ne vais pas passer par 4 chemins, j'ai détesté. Un mauvais remake de la trilogie d'Emily. Ah, je peux pas être tout à fait pas d'accord avec cette personne. Nouvelle vie pour la personnage principale, elle doit cohabiter avec un garçon super sexy mais insupportable, puis elle découvre que c'est normal qu'il soit méchant car il a un lourd passé et blablabla. Bla bla. Je comprends. Ce genre de scénario a marché quelques fois car c'était bien fait, bien écrit, mais ce n'est pas le cas ici. Encore un livre qui a eu du succès sur Wattpad et que les maisons d'édition publiques arrivent à bien se vendre, mais qui n'ont en fait aucun potentiel. La plume de l'auteur ne m'a pas séduite plus que ça et j'ai trouvé les personnages aussi inintéressants les uns que les autres. Bref, une perte de temps à mes yeux. On va pas remettre le sujet Wattpad sur la table, je me suis déjà exprimée concernant ceci. En revanche, je peux comprendre le fait que la plume de Marie-Charlotte François ne soit pas ta cam, si on peut dire ça comme ça. Que le fait que effectivement le gars c'est un red flag mais c'est ok parce qu'il a un background, ça je suis d'accord avec toi, ça devient un petit peu trop cliché pour moi et trop banalisé sur certains points. Par contre, est-ce que je peux me permettre, je pense qu'au point donné je peux me permettre de lire le résumé. Parce que j'ai l'impression que vous ne lisez pas les résumés. Un nouveau départ, une nouvelle maison, de nouveaux souvenirs, un nouveau lycée, de nouveaux amis. On a déjà le mot nouveau 5 fois. Tout pour essayer d'oublier que le cancer a gagné et que je ne verrai plus jamais ma mère. Tout pour recommencer sur des bases saines et me reconstruire. C'est sans compter Cameron, avec qui je dois vivre au quotidien. Lui et Lucie, sa garce de petite amie, n'ont qu'une idée en tête, me pourrir la vie. Il semble oublier que je n'en suis pas à la première peine et que je compte bien trouver ma place dans cette nouvelle vie, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis je trouve que, sincèrement, les backgrounds des personnages ici... Ouais non, j'allais dire que c'était plus intéressant que Dimily, mais c'est pas vrai. L'intrigue avec Lucie est quand même plus intéressante que l'intrigue dans Dimily avec la copine de Tyler au début. Parce que là on a vraiment un truc un peu de psychopathie et de illness mentale, parce que là c'est vraiment grave. On va passer au tome 2. Nous voilà sur un nouveau roman, un nouveau tome prévisible et assez cliché. Les caractères des personnages et certains rebondissements m'ont fait penser à After version adolescente, c'est un peu dommage. Alors là je suis pas du tout d'accord, du tout d'accord. After ça s'étend sur 5 tomes. Là on en est au 2e, je peux t'assurer que tu n'as pas bien lu After je pense. Je commençais à m'endormir sur cette lecture un peu plan-plan jusqu'à ce que j'arrive au rebondissement final et là je dois bien avouer que j'ai été extrêmement surprise. Ça, je suis contente de le voir. Je ne m'attendais pas à ce rebondissement qui nous mène à une conclusion originale et inattendue comme je les aime. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je ne peux que valider. J'ai un seul regret sur cette fin, c'est qu'elle arrive très tardivement, du coup elle n'est pas suffisamment développée à mon goût. J'aurais peut-être apprécié un chapitre supplémentaire pour ne pas rester sur ma fin. Sinon, rien que cette fin, je suis ravie d'être arrivée au bout de cette duologie. Mais cette personne ne savait pas que la fin de ce tome n'était que le début du 3e. Donc je vais quand même vous lire le 2e commentaire qui est disponible. Je trouve que ce tome 2 n'est pas nécessaire, surtout que l'on sait qu'il y a le tome 3 derrière. Je trouve que certains rebondissements sont de trop. Ce tome est trop tiré par les cheveux, alors je n'imagine même pas le tome 3. Pourtant j'ai adoré le tome 1, c'est assez dommage. Eh bien écoutez, je pense qu'il s'agit de lire le résumé. On peut dire que je suis partie du mauvais pied avec Cameron après la haine et la rancune. J'ai découvert l'amour passionnel auprès de lui, mais qui dit passion dit conflit. Entre mon retour au lycée et sa vie de mannequin, on n'a plus beaucoup de temps à se consacrer. Et comme les ennuis n'avaient jamais seul, j'ai sous-estimé le désir de vengeance de son ex Lucie. Après la trahison de Louis, je pensais avoir subi ce qu'il y a de pire. De toute évidence, je me trompais. Ben écoutez, je termine cette vidéo entourée de 50 livres, d'un ordinateur et d'une gourde. Tout ça pour en fait me rendre compte que les gens qui sont principalement déçus sont des gens qui ne lisent pas les résumés ou qui suivent juste une hype. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment parlé, cette vidéo doit vraiment durer 2 heures et j'ai dû passer 3 jours à la monter, mais peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez vos commentaires à me donner sur certaines des lectures que je vous ai évoquées aujourd'hui, ou si vous voulez me transmettre vos lectures préférées, je vous invite à le faire en commentaire, j'irai regarder avec plaisir. D'ici là, je vous retrouve jeudi à 17 h et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!